pour la plupart d'entre nous, c'est l'image du Colisée qui apparaît directement dans notre tête, entourée de rues, de bâtiments anciens. Rome, c'est peut-être l'image du Colisée qui vous vient à la tête, un peu comme moi. C'est peut-être également la place du Panthéon et ses cafés. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde a un peu une image qui leur vient à l'esprit quand on mentionne le nom de la ville de Rome. Bien que Rome soit disparue il y a très longtemps, la trace de son passage sur Terre est encore visible à de nombreux endroits. En effet, il suffit de se promener dans n'importe quelle grande ville, et ce presque à l'échelle planétaire, afin de réaliser l'ampleur de l'héritage laissé par le passage de la civilisation romaine. L'architecture néoclassique, les piscines municipales, les systèmes d'écoulement des eaux, les stades sportifs, ainsi que les multiples statues qui ornent les villes, ne sont que quelques exemples des influences que Rome exerce encore sur nos sociétés. Sans grue ni technologie de fine pointe, ni calcul, les Romains ont réussi à construire des amphithéâtres aussi monumentaux que le stade olympique, où gladiateurs se combattaient pour amuser le peuple. Au cours de cette présentation, on va pouvoir répondre à la question en quoi étudier la civilisation romaine est-il pertinent pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Notre voyage dans le temps débutera avec l'époque romaine monarchique et républicaine. Nous nous arrêterons au moment ensuite où Rome est devenue un empire, un moment dont l'influence selon moi est encore marquante de nos jours, pour se terminer avec la fin de l'Antiquité, une période de transition selon moi très très importante pour comprendre l'époque médiévale et même l'époque moderne. Contrairement à ce que les Romains eux-mêmes aimaient s'imaginer, les débuts de Rome n'ont rien d'exceptionnel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire de fondation mythique de la ville de Rome dans laquelle les jumeaux Romulus et Rémus ont été élevés par une louve. Dans ce récit, Romulus, après la mort accidentelle volontaire de son frère, aurait fondé la ville de Rome avec une troupe de guerre. Toutefois, l'archéologie nous montre un portrait beaucoup plus humble de la situation. Il n'y aurait donc pas eu de vraie fondation de Rome avec une histoire établie, mais ça aurait plutôt été le regroupement de plusieurs villages pour fonder une seule communauté. Puis l'image que vous voyez sur l'écran montre en fait des trous de poteaux qui montrent la présence de huttes sur la colline du Palatin. Même si l'histoire de Romulus et Rémus est probablement fictive, des archéologues ont réussi à prouver que les traces de poteaux et les huttes sur la colline du Palatin remontent à l'époque de la fondation légendaire de Rome. Comment Rome a-t-elle pu se hisser en tant que première puissance de la Méditerranée et créer un héritage que nous ressentons encore aujourd'hui? C'est par la conquête militaire, mais aussi surtout par l'intégration des peuples autour d'elle que Rome a laissé sa trace du Portugal à la Syrie et du désert Sahara jusqu'au nord de l'Angleterre. Toutefois, selon moi, l'élément le plus important, c'est pas de comprendre comment Rome s'est hissée à la première place, mais plutôt comment pendant des siècles elle a construit une société qui a marqué le monde autant physiquement qu'idéologiquement depuis 2000 ans. Je suis certain que vous connaissez Jules César, le dictateur romain amant de la reine Cléopâtre qui a connu une mort violente. Voici présentement sur l'écran le lieu de son assassinat. Il s'agit de la curie de Pompée. Une curie, en fait, ce que c'est que c'est un bâtiment administratif où les sénateurs avaient parfois des rencontres. César fut assassiné par Marcus Junius Brutus, entre autres, et près de 40 autres membres du Sénat. Le motif de ces assassins, qui s'appelaient eux-mêmes les libérateurs, c'était de préserver le système politique républicain. Évidemment, vous avez sûrement déjà entendu parler de Sénat parce que c'est une institution qu'on voit encore dans nos sociétés actuelles. En effet, au Canada, on a une chambre du Sénat à Ottawa, donc au gouvernement fédéral. Le système républicain, en fait, quant à lui, c'est un système qui est encore adopté de nos jours. Par exemple, la France, les États-Unis sont des pays qui ont un régime politique républicain. Évidemment, le système a beaucoup été modifié au cours des années, puis c'est un système qui a été influencé aussi par les idées françaises, mais ça relève quand même originalement des Romains. César a laissé une telle impression mythique d'un personnage de génie puissant que son successeur, l'empereur Auguste, et tous les successeurs de celui-ci ont gardé le nom de César dans leur titre officiel. Plusieurs peuples ont d'ailleurs repris ce nom
et en ont fait un titre représentant le pouvoir de leur empire. Le Kaiser allemand ou le Tsar russe sont des mots qui dérivent du terme César. La figure de Jules César a donc jamais cessé de fasciner les humains depuis son décès. Encore aujourd'hui, il s'agit d'un personnage qui apparaît le plus rapidement dans nos esprits quand on fait allusion à Rome, par exemple dans Astérix et Obélix ou même la pièce de théâtre de Shakespeare. Le premier siècle avant notre ère, celui où César a été assassiné justement, ça a été une période très très brutale marquée par de nombreuses guerres civiles qui ont ravagé Rome. Toutefois, le lendemain de cet épisode sanglant a fait entrer Rome dans un âge de paix et de prospérité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Pax Romana, une période qui va durer près de 200 ans. Même si Rome a connu la guerre pendant ces 200 ans, en fait ça a été la période de l'Antiquité où il y a eu le plus de stabilité dans les territoires qui étaient à l'intérieur des frontières romaines. C'est la Pax Romana qui a vraiment permis à Rome de diffuser ses idées, ses façons de penser, sa religion et sa structure politique à travers le bassin méditerranéen. Pour en revenir en fait à l'assassinat de César, l'héritier désigné de César sur son testament s'appelait Caius Octavius, donc en français on traduit ça avec Octave. C'est le nom d'Octave qui figure sur le document officiel légué par César à sa mort. À seulement 19 ans, Octave s'engage dans une série de guerres civiles, au terme desquelles il réussit à être le seul vainqueur. D'ailleurs, c'est au cours de la dernière guerre civile de la République que Cléopâtre se suicide alors qu'elle est assiégée par Octave. Plutôt que de changer totalement de système politique et de risquer l'assassinat tout comme son oncle, César, il décide plutôt de garder le même système politique, mais un système politique dans lequel il serait maintenant capable de changer les lois et d'avoir un peu un droit de veto sur ce qui est proposé dans le Sénat. Il finance des programmes urbanistiques et architecturaux qui redonnent naissance à la ville de Rome. Ses investissements dans le monde des arts et des lettres, en plus de la stabilité amenée par son règne, permettent également aux penseurs, historiens et philosophes de poursuivre leurs réflexions sur la place de l'humain dans l'univers. À cet effet, Sénèque, qui est un philosophe de l'époque d'Auguste, mentionne des soucis existentiels qui nous rejoignent encore. C'est dans un recueil qui s'appelle Avec raison, de la brièveté de la vie, qu'il dit ceci. Tu entendras dire par la plupart des gens, à 50 ans, je me retirerai des affaires. Ma 60e année me dispensera de mes obligations. Qu'est-ce qui te garantit donc d'avoir encore du temps devant toi? Qui permettra que ta vie s'accomplisse selon tes prévisions? N'as-tu pas honte de te réserver le reliquat de ta vie et de ne consacrer à la sagesse que le temps de la vie qui n'est plus bon à rien? Ce qui est le plus poignant avec ce texte de Sénèque, c'est qu'on se demande encore aujourd'hui comment ne pas voir la vie passer devant nous sans l'avoir vécue. Près de 2000 ans plus tard, avoir l'impression de perdre sa vie à travailler ou effectuer des tâches futiles, des actions superficielles, ou sinon tomber dans les plaisirs trop faciles, est encore une anxiété importante pour beaucoup de gens. C'est aussi à cette époque qu'apparaît l'expression le temps fuit, tempus fugit en latin et time flies en anglais, de la plume du poète Ovide. Sénèque, Ovide, de nombreux autres auteurs auxquels on peut encore identifier par les questions et les thèmes qu'ils soulèvent sont les produits d'une époque de renaissance culturelle pour Rome, qu'on appelle parfois le siècle d'Auguste. On entre d'ailleurs donc à cette époque dans la Pax Romana, et c'est à cette époque que la culture romaine a vraiment pris de l'ampleur et qu'elle s'est diffusée un peu partout autour de la Méditerranée, mieux qu'avant. Parmi ce qu'il y a de mieux connu, en fait, il y a les combats de gladiateurs, dont l'origine du mot, en fait, gladiateur vient de l'épée gladius, qui était le glaive, en fait, que les gladiateurs utilisaient. Certains gladiateurs étaient des esclaves, mais parfois c'était aussi des volontaires ou des soldats, justement, démobilisés, qui venaient se battre dans l'arène. Le Colisée, évidemment, est l'amphithéâtre romain le plus connu, mais il y en a qui ont été construits tout à travers l'Empire romain et qui sont encore présents aujourd'hui. Même s'ils sont désormais un peu moins brutaux, l'engouement pour les combats ultimes, la boxe ou encore la lutte montre une fois de plus que des divertissements semblables à ceux des Romains ont survécu l'épreuve du temps. À son apogée, l'Empire romain dominait le monde méditerranéen. Du mur d'Adrien en Angleterre, pour protéger les invasions des peuples considérés barbares, à l'occupation de la France, qui était la Gaule comme vous vous souvenez avec Astérix et Obélix,
par exemple à Vienne, ainsi qu'en Tunisie moderne, dont l'antique ville de Carthage qui a été détruite puis reconstruite. Les vestiges de ces cités romaines parsèment le territoire européen, africain et du Moyen-Orient. Grâce à l'intégration des peuples conquis, que Rome a un peu pu faire une translation de son modèle culturel, économique et politique à travers un territoire si vaste. En assurant la construction d'immenses monuments civils, religieux et ludiques, les Romains voulaient encourager les habitants de l'Empire à participer au divertissement, au culte religieux et à une vie à l'image de celle vécue par les citoyens de la ville de Rome, et ainsi à se transformer un petit peu en des Romains d'un jour à l'autre. Mais l'Empire, qui commençait à être tentaculaire, n'a pas pu résister à des poussées des peuples qui étaient qualifiés par les Romains de barbares, c'est-à-dire des peuples qui vivaient au-delà des frontières et parfois même ceux qui étaient moins intégrés à Rome et au projet romain dans les frontières. Ainsi, les Vandales, les Ostrogoths et les Goths, par exemple, qui ont été poussés par les Huns, menés par Attila, des nomades en provenance de la Mongolie moderne, envahiront les territoires romains et pousseront l'ouest de l'Empire romain à s'écrouler. Considérés comme des pilleurs anarchiques, l'histoire qualifiera tout groupe de délinquants des Vandales ou d'Ostrogoths, comme le mentionnait le premier ministre du Canada au sujet des voyageurs canadiens turbulents dans l'avion. Au moment où l'ouest de l'Empire romain tombe, c'est aussi le moment où une des religions qui a le plus marqué l'histoire humaine devient proéminente. C'est l'aube de l'époque chrétienne. C'est l'empereur Constantin qui, après avoir attribué une victoire décisive contre son rival l'empereur Maxence à Jésus-Christ pendant un rêve, met fin à la persécution des chrétiens et promouvoit la nouvelle religion qui deviendra rapidement très importante autour de la Méditerranée. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire de secondaire 1, peut-être vous rappelez-vous de la date de la chute de l'Empire romain en 476. Toutefois, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas exactement la fin de Rome, même si la cité éternelle tombe aux mains d'envahisseurs justement de peuples germaniques, comme on a dit. Grande partie de l'Empire romain, en fait qui est la partie orientale, survit pendant encore de nombreuses années. C'est plus de 1000 ans après la chute de Rome qu'en fait la partie orientale tombe pour de bon. L'Empire romain d'Orient, aussi connu sous le nom d'Empire byzantin, réussit à survivre jusqu'au 29 mai 1453, donc plus près de 1000 ans après la chute de la ville de Rome. Constantinople, maintenant Istanbul, est une nouvelle Rome. Elle est construite sous les ordres de Constantin, vers 330, en tant que ville essentiellement chrétienne dédiée à la Vierge Marie. Elle restera la cité la plus riche du monde pendant une grande partie du Moyen Âge. D'ailleurs, c'est grâce à la survie de cette partie de l'Empire romain que les textes d'Antiquité ont pu se rendre jusqu'à nous et que nous comprenons aussi bien le passé du bassin méditerranéen. En effet, l'Empire byzantin, bien qu'il fût devenu chrétien, affectionnait l'art gréco-romain, la philosophie et même la mythologie gréco-romaine. Donc les copistes, souvent des moines qui s'adonnaient à la copie de textes, ont pu retranscrire des centaines de textes qui n'auraient jamais survécu autrement. Lorsque les Turcs ottomans ont assiégé Constantinople et ont réussi à prendre la ville, ces textes ont été ramenés en Europe occidentale. C'est donc en fait la chute finale de Rome qui a plongé l'Europe occidentale dans la Renaissance. En effet, lorsque la cité de Constantinople est tombée, les réfugiés de cette ville-là ont fui vers l'Italie. Et donc, l'Italie a redécouvert les textes de l'Antiquité, ce qui a fait plonger l'Italie dans la Renaissance. Finalement, si vous vous souvenez aussi de vos cours d'histoire de secondaire 1, en fait, la chute de Constantinople en 1453 est également la raison pourquoi on est en Amérique en ce moment. Sans nécessité de trouver une nouvelle façon d'avoir les marchandises venant d'Asie, les grandes explorations européennes n'auraient peut-être pas eu lieu. Mais on l'oublie souvent, en fait, Rome, c'est pas seulement l'histoire de quelques hommes qui viennent de la péninsule italienne. En fait, en contrôlant tout le bassin méditerranéen, l'Empire a été marqué par toutes les cultures qui ont été intégrées. En effet, plusieurs empereurs provenaient même de régions non européennes de l'Empire. C'est le cas de l'empereur Septime Sévère, qui était un empereur origine de la cité de Leptis Magna, en Libye actuelle, donc en Afrique du Nord. La dynastie impériale qu'il a fondée avec son épouse Julia Domna, une Syrienne de haute ascendance, a régné sur le Principat pendant 42 ans, donc jusqu'à l'assassinat de Sévère Alexandre en 235.
Par ailleurs, en fait, on a plusieurs témoignages de la présence de fantassins européens, nord-africains et levantins, et même éthiopiens dans les légions, donc les unités militaires romaines. Les histoires augustes, écrites possiblement au 4e siècle par des auteurs inconnus, nous informent même que Septime Sévère, donc l'empereur qu'on vient de parler, lors de son passage au nord d'Angleterre actuelle, à la ville de York, aurait interagi avec un légionnaire en provenance d'Éthiopie, déployé au point le plus nordique de l'Empire afin d'écraser une rébellion locale. Mais Rome, en fait, c'est pas seulement non plus une histoire d'hommes venus de partout de la Méditerranée. Rome, c'est aussi une histoire de grandes femmes. Cléopâtre VII, la Cléopâtre que vous connaissez tous, s'est avérée être une redoutable ennemie pour l'empereur Auguste, qui n'a jamais pu avoir la satisfaction de l'enchaîner et de la faire défiler dans les rues de la cité éternelle pour agrémenter son triomphe sur justement Cléopâtre. Le poète Horace, qui était justement de l'époque d'Auguste, vers 30 avant notre ère, lui dédie même une ode qui s'appelle Nunc est bibendum. En français, on peut traduire cela comme c'est maintenant qu'il faut boire. Ce poème, qui est en fait un hommage à Cléopâtre, se termine comme ceci. La fatale tigresse. Il veut l'enchaîner. Elle, jalouse alors d'un meilleur trépas, ne pâlit point en femme. Sous le glaive et d'une agile rame, ne cherche pas l'abri de lointains bords. Elle ose revoir les prunelles sereines, son palais détruit. Elle ose manier des serpents aux crochets meurtriers pour absorber leur poison dans ses veines. Cette libre mort augmenta sa fierté, car elle empêchait nos cohortes navales de traîner aux pompes triomphales comme un jouet, pareille majesté. Mais les femmes, évidemment, n'étaient pas seulement les ennemis de Rome. Vous connaissez peut-être le vieux dicton derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est tout autant vrai pour ce qui en est de l'histoire romaine. Auguste a pu compter sur son épouse Livia Drusilla pour l'assister dans son administration de l'État romain, plus précisément avec la gestion de propriétés foncières, de mines et de plantations. Livia encourageait également la propagande impériale en se faisant paraître pour la femme modèle qu'Auguste essayait de promouvoir. Puis Livia était une conseillère en fait pour justement son mari, ce qui n'était pas tant commun pour l'époque. Un peu plus tard dans l'histoire de l'Empire romain, en fait cette fois-ci dans l'Empire byzantin, pendant le 6e siècle, l'empereur Justinien a été épaulé par son impératrice qui s'appelait Théodora. Cette femme a d'ailleurs une histoire assez exceptionnelle. Née dans la pauvreté, l'ancienne actrice a pu devenir impératrice et même l'alliée la plus privilégiée de Justinien. D'ailleurs, pendant les mois où il a été malade de la peste, c'est Théodora qui a pris elle-même les rênes de l'Empire, ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire romaine.
Pourquoi étudier Rome? En fait, en apprendre à propos de la société romaine nous permet d'apprendre sur les origines de notre propre société, ses institutions, ses mœurs et ses arts. Parce que rappelons-nous que Rome, à un certain moment, fait converger le destin d'habitants d'une grande partie du monde. Au deuxième siècle, donc dans les années 100, c'est un peu plus de 20% de la population mondiale qui se trouvait à l'intérieur des bordures de l'Empire. Son existence et son passage dans le fil du temps a laissé des répercussions que nous ressentons aujourd'hui, qu'elles soient négatives ou positives. Étudier l'Antiquité gréco-romaine, c'est donc étudier un passé qui nous aide à mieux comprendre les enjeux de la société dans laquelle nous vivons, avec ses problèmes de démocratie et de pauvreté par exemple. C'est également comprendre les origines de certaines coutumes, de plusieurs éléments culturels et finalement en fait des 5 langues dérivées du latin qui ont toute une histoire fascinante qui découle des contacts entre Romains et les nombreux peuples qui les ont succédés. Finalement, en fait, étudier l'Antiquité gréco-romaine permet aussi de comprendre que l'humain en tant que tel n'a pas changé. Les temps ont changé, mais l'humain reste le même, avec les mêmes soucis existentiels, les mêmes problèmes quotidiens, surtout une créativité et une vivacité d'esprit qui distinguent du reste du règne animal.